Mesdames et messieurs, bienvenue sur Une minute dans le monde. Le président argentin Javier Milei a assuré dimanche 28 avril qu'il n'avait pas l'intention de fermer les universités publiques. 5 jours après la plus grande manifestation du secteur contre la politique d'austérité de son gouvernement. Interrogé sur la chaîne de télévision LN+, le président affirme « Nous n'avons jamais pensé à cesser de les financer. Nos opposants ont inventé un mensonge et nous attaquent à partir de ce mensonge », a aussi estimé le chef de l'État argentin. Javier Milei, un économiste ultralibéral, est devenu président de l'Argentine en décembre avec la promesse de faire baisser une inflation à 3 chiffres, qui s'est établie à 287,9% sur 12 mois en mars 2024 selon l'Institut national de la statistique. Les universités argentines se sont déclarées en état d'urgence budgétaire après que le gouvernement a décidé en 2024 de leur allouer la même enveloppe qu'en 2023 malgré l'inflation. Au Tchad, le code électoral ne prévoit ni l'affichage des procès-verbaux de dépouillement dans les bureaux de vote, ni leur remise aux mandataires des candidats. Seule possibilité pour les candidats d'y avoir accès, ils peuvent obtenir ces PV plus tard au démembrement de l'ANGE, l'Agence nationale de gestion des élections dont dépend le bureau de vote. Un dispositif qui suscite la méfiance des candidats. C'est dans ce contexte que Success Masra, Premier ministre, ancien leader de l'opposition et adversaire du président candidat Mahamat Idriss Déby, a appelé ses militants à être la sentinelle du vote en prenant en photo les PV de dépouillement du scrutin. La loi prévoit que le dépouillement soit fait publiquement et les résultats lus à haute voix, explique Siktak Yombatina, avant de se demander ce qui fait peur à l'Agence nationale de gestion des élections au point d'imposer une interdiction de prise de photos dans les bureaux de vote qui n'a pas été prévue par le code électoral. En Tunisie, dans un campement El Amra, quelques centaines de migrants subsahariens sont revenus s'installer après avoir été chassés par les autorités lundi 22 avril. Les autorités ont justifié ces évacuations par le fait que certains migrants auraient dégradé des biens agricoles dans certains endroits, créant des tensions avec la population avoisinante. Les résidus du campement jonchent encore le sol, brûlé et détruit. Pour les agriculteurs qui habitent juste à côté de l'oliveraie, la situation devient intenable, comme l'explique Ouda Silmen, une agricultrice. Ils tapent le soir à ma fenêtre et me demandent à manger. Ils m'ont enlevé la moitié des tuyaux d'irrigation dans mon champ, ainsi que les piquets que j'avais mis pour mes brebis. Je ne sais plus quoi faire. Ce n'est pas possible. Je n'arrive même plus à planter mes légumes. Il serait environ 20 000 migrants à vivre dans ces camps depuis des mois. Certains y sont depuis la mi-septembre, après avoir été forcés par les autorités de quitter le centre-ville de Sfax. Pour finir, en Géorgie, des milliers de manifestants à nouveau dans les rues contre la loi russe. Ce projet de loi, l'influence étrangère passée en première lecture, est considéré comme inspiré par la Russie et visant à faire taire l'opposition. Une première tentative de faire passer ce texte avait échoué il y a 1 an après une mobilisation massive de l'opposition. Environ 20 000 personnes, les orateurs, des intellectuels et des personnalités de la culture se sont relayés pour dire leur rejet de cette loi. Sans doute inquiet après 2 semaines de manifestations quotidiennes contre son projet, le gouvernement géorgien a voulu organiser son propre rassemblement pour dire que le peuple soutient sa loi. Ce serait le premier rassemblement pro-loi sur la transparence de l'influence étrangère. Aucun rassemblement spontané en sa faveur n'a été organisé depuis que ce projet a été relancé. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis et bonne semaine à tous.